Bienvenue à cette 7e émission du cours Montréal en évolution. Cette émission portera sur l'architecture publique et religieuse victorienne. Mais avant d'aborder le sujet de cette émission, je vais revenir sur certains points que je considère importants de l'émission précédente. Rappelez-vous d'abord qu'au 19e siècle, la révolution dans les moyens de transport met en valeur la situation privilégiée de Montréal. Le navire à vapeur va donner le signal de l'amélioration de la voie navigable du Saint-Laurent. Ainsi, en 1825, le canal de la Chine est inauguré et à peine 25 ans plus tard, en 1848, le Saint-Laurent est navigable de l'Atlantique au Grand Lac. Même progrès dans le domaine du développement du port. En 1842, il y a 1 000 de quais de pierre. Au début du 20e siècle, le port de Montréal est le plus important port intérieur au monde. Vous savez que le chemin de fer constitue la réalisation technique par excellence de la période victorienne. En 1836, le premier chemin de fer de toutes les colonies britanniques se fait près de Montréal, entre Saint-Jean et la Prairie, pour faciliter les communications entre Montréal et New York. Et à peine un demi-siècle plus tard, en 1887, Montréal est reliée à Vancouver par le premier chemin de fer transcontinental et elle se trouve aussi au cœur d'un réseau secondaire de voies ferrées. La révolution des moyens de transport, accompagnée avec les ressources naturelles, les ressources humaines et financières, va constituer le facteur déterminant de l'industrialisation de Montréal. La révolution des moyens de transport constitue une force interurbaine qui centripète, qui va concentrer les activités économiques à Montréal. Et Montréal devient à ce moment-là un puissant pôle d'attraction pour les immigrants. Ainsi, au point de vue urbanisation, en 1851, la population urbaine du Québec n'est que de 14,9 %. 70 ans après, 1921, elle est rendue à 51,8 %. C'est Montréal qui, de toutes les villes de l'Amérique britannique, connaît l'accroissement le plus rapide. Ainsi, dans les 70 ans après la conquête, ça veut dire de 1761 à 1831, 21 797 personnes au point de vue accroissement. Dans les 70 ans suivants, de 1831 à 1901, 300 000 personnes. Donc, ça reflète l'immigration qui est relativement massive. Parmi les immigrants viennent évidemment des Britanniques, les deux extrêmes, les audacieux, ceux qui cherchent la fortune et les pauvres Irlandais. Mais la plus grande immigration, elle est locale. Ce sont les Canadiens français de la Plaine qui vont vers Montréal en quête d'emploi. Ce sont des gens qui, à cause de l'Église, sont assez soumis. Ils n'ont pas tellement d'instruction, du moins ils n'ont pas de connaissances techniques, et ils deviennent une main-d'œuvre idéale pour l'industrie de bas salaire, l'industrie de biens de consommation courante. C'est de là que date cette espèce de cliché des deux solitudes, les riches anglophones sur le Mont-Royal, les pauvres Canadiens français à Saint-Henri, et le boulevard Saint-Laurent entre les deux qui canalise la population ethnique. Si l'industrialisation lourde s'installe le long du canal de la Chine et constitue l'axe lourd du développement économique de Montréal, l'industrie légère, elle, va se canaliser dans les anciens faubourgs et va devenir l'axe léger de développement démographique de l'agglomération. Ainsi, au faubourg Saint-Antoine, qui se spécialise dans la fabrication des chaussures, il déborde vers Côte-des-Neiges, vers Côte-Saint-Antoine et vers Notre-Dame-de-Grâce. Le faubourg Saint-Laurent devient le lieu de la confection et le premier à escalader la terrasse Sherbrooke, à se rapprocher vers le Mont-Royal. Le faubourg de Québec, à l'est, appelé maintenant Sainte-Marie, se spécialise aussi dans la chaussure et le tabac. L'industrialisation fait éclater le cadre traditionnel d'occupation du sol
sol. Mais il y a aussi d'autres facteurs. Les progrès techniques dans les infrastructures publiques, notamment les tuyaux de fond pour l'aqueduc et les égouts. Le démembrement de la paroisse de Montréal et la création de 12 paroisses. Et enfin, le transport collectif, d'abord par omnibus à chevaux en 1861 et le tramway électrique en 1892. Le tramway, surtout électrique, favorise le développement de la banlieue. C'est le début de Westmount, d'Outremont et favorise aussi les municipalités industrielles éloignées comme Maisonneuve et Verdun. On sait que le 19e siècle, c'est un siècle d'inégalité entre les classes sociales. La bourgeoisie nationale et régionale à Montréal a des privilèges, et les Coq dira des privilèges que même les riches ne méritent pas. Tandis que les travailleurs, eux, bon, ils sont pauvres et ils sont soumis à des conditions même sordides de travail. Les quartiers industriels comme Sainte-Anne, Saint-Gabriel, Saint-Cunégonde, Saint-Henri présentent des environnements urbains déplorables. Cette fameuse étude de Cité-Bilodeil montre qu'il y a des rues dont la densité est très, très forte. Il y a des logements qui sont surpeuplés. La moitié des logements n'ont pas de toilettes à l'intérieur. Il n'y a pas ou peu d'espace vert. Et ceci se reflète dans le taux de mortalité qui est 3 fois plus élevé dans les quartiers pauvres qu'il est dans les quartiers riches. Alors, ces conditions déplorables vont amener Montréal, qui est plus capable, qui est plus riche, à annexer ces pauvres banlieues industrielles. Et ça va être le début de l'agrandissement du territoire de la municipalité de Montréal. Si on revient à l'ancienne petite ville là, qui se trouvait dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui le Vieux-Montréal, cette ville transforme en lieu de gestion et en centre-ville. Donc, toutes les fonctions qui ne sont pas de commerce de gros, d'administration ou de finance vont à l'extérieur, comme de commerce de détail qui s'en va désormais sur la rue Sainte-Catherine. Durant cette époque, le 19e siècle, c'est la bourgeoisie qui s'accapare de l'architecture et les tours à bureaux remplacent les églises. Il s'agit d'une architecture plus complexe. La transformation dans les moyens de production, de transport, de location et l'urbanisation favorisent des fonctions nouvelles. Pour la première fois, apparaît le grand entrepôt, les édifices commerciaux, les usines, les gares, les édifices en hauteur et même l'habitat devient un lieu de consommation. L'architecture reflète évidemment les idéaux des groupes en présence. Les Canadiens français s'expriment toujours dans les institutions religieuses et les églises. La bourgeoisie anglophone, elle, soit exprimée dans les édifices utilitaires et de prestige. Et cette période victorienne, qui est très romantique, va s'opposer au rationalisme classique. C'est une architecture de symboles qui devient intéressante, non pas par ses critères d'objectifs, d'ordre, d'harmonie et de beauté, mais par sa capacité de susciter des réalités symboliques. Et elle va puiser dans les styles historiques, comme évidemment les nouveaux riches ont peu de culture. Très souvent, c'est une architecture qui est surtout tape à l'œil. Les bourgeois vont être très, très nostalgiques. Ils vont prendre leur modèle en Grande-Bretagne, mais de plus en plus, vers la fin du 19e siècle, l'architecture américaine va s'imposer comme influente. Alors aujourd'hui, nous débutons l'étude de l'architecture victorienne et nous interrogeons l'architecture publique et religieuse. Comme nous l'avons vu, l'église Notre-Dame, sous la place d'Armes, va inaugurer l'ère de l'architecture victorienne à Montréal. L'architecture victorienne, ce n'est pas un style. C'est une architecture qui est assimilable à une attitude, à un état d'esprit qui, lui, va s'exprimer dans les styles historiques. Au niveau de l'architecture des édifices publics, ils vont encore s'inspirer du classicisme romantique, marqué surtout par la renaissance de l'architecture grecque. Nous avons 2 bons exemples à Montréal, le marché Bon-Secours et le vieux palais de justice. Le marché Bon-Secours est le premier grand marché public construit à Montréal. Et on peut affirmer que sur le plan de l'architecture, il demeure jusqu'aujourd'hui le marché le plus intéressant. De style néoclassique, il est construit de 1844 à 1847 par l'architecte William Foutner. William Foutner remporte d'ailleurs un concours spécialement lancé à cet effet. Ses intérieurs vont être aménagés graduellement, notamment par l'architecte George Brown.
À l'origine, les étages inférieurs sont consacrés aux fonctions commerciales. Et l'étage supérieur, celui qui est sous le toit, sous les combles, comprend des salles de spectacle et des salles communautaires pour le bénéfice de la population montréalaise. Le marché, d'ailleurs, sert d'hôtel de ville de 1852 à 1878. Et en 1878, l'hôtel de ville se déplace vers un bâtiment conçu pour cette fin et dont nous allons parler dans quelques minutes. Dans les années 1960, on réaménage l'intérieur du marché pour le bénéfice de la fonction publique montréalaise. Et actuellement, on pense à revenir aux fonctions premières, à savoir des fonctions communautaires, et on veut réaménager le marché pour le bénéfice de la population montréalaise. Alors, d'un point de vue d'architecture, il ne fait aucun doute que William Faulkner va concevoir son marché en fonction de la rue de la Commune et en fonction du port qui était de loin plus proche de la rue de la Commune que le port actuel. D'ailleurs, c'était le premier édifice public que les gens voyaient en arrivant par bateau vers Montréal. Et encore aujourd'hui, de ses 3 étages et de son dôme, le marché domine la rue de la Commune et le Vieux-Port. De l'autre côté, sur la rue Saint-Paul, le marché a 2 étages, mais s'impose par un portique néo-grec, avec de magnifiques colonnes en fonte, qui ont été fondues d'ailleurs en Angleterre, et il s'impose ce portique par sa simplicité et son grand dépouillement. Il y a 3 palais de justice existants à Montréal, l'ancien palais de justice, le vieux palais de justice et le nouveau palais de justice. Le palais dont nous parlons actuellement est à côté de l'hôtel de ville et a été recyclé depuis quelques années pour accueillir des services municipaux. Il a été construit en 1851-1856 sur un site où il y avait précédemment un palais qui était incendié en juillet 1844. Son architecte sera John Hostel, qui se fera aider par son neveu, Henri Maurice Perrault, et les deux ont remporté un concours gouvernemental qui avait été institué à cette fin. Il semblerait que, d'un point de vue fonctionnel, le palais n'était pas très bien réussi. D'ailleurs, le barreau ne s'était pas entendu sur la programmation architecturale, et à la fin, il va y avoir beaucoup de plaintes à l'effet que le palais était mal éclairé, humide, peu ventilé, etc. Et on va ajouter avec le temps des étages, un dôme, et on va réaménager l'intérieur, notamment en 1890-94, avec les architectes Alphonse Raza et encore M. Perrault. Malheureusement, l'ajout de ce nouvel étage écrase le palais et l'ensemble apparaît un peu hétéroclite. Par contre, le portique original avec des colonnes ioniques est un élément intéressant. Mais portique pour portique, celui de la Banque de Montréal est supérieur d'un point de vue architectural. On a vu au cours de la 5e émission qu'on avait construit une première Banque de Montréal en 1818 à l'angle nord-est des rues Saint-Jacques et Saint-François. Lorsque cette banque devient trop exiguë, les banquiers vont acheter un cimetière adjacent en 1845 pour construire une nouvelle banque. Encore là, c'est un concours architectural. Il est remporté par un Britannique récemment immigré, John Wells. L'influence britannique sur l'architecture montréalaise se retrouve bien dans ce second édifice de la Banque de Montréal qui est érigé en 1845-47 en bordure de la place d'Armes. Non seulement son architecte John Wells est-il fraîchement immigré à Montréal, il vient de la Grande-Bretagne, mais également l'édifice même, sa conception est inspirée par un autre édifice, la Bank of Scotland, qui a été réalisé quelques années plus tôt en Écosse, à Édimbourg, par l'architecte David Ryan. Alors, on peut observer qu'il s'agit d'une architecture néoclassique. D'ailleurs, le portique et le dôme vous rappellent le Panthéon de Rome. Par l'échelle de l'ensemble, les excellentes proportions et ces détails de pierre qui sont très vigoureux, il s'agit d'une architecture très intéressante pour l'époque. Avec cet immeuble, Montréal se rapproche pour une première fois de ce qui se faisait de mieux à l'époque à Boston, comme à Philadelphie. Comme nous allons le voir un peu plus tard dans le cours, cet édifice va être agrandi en 1904-1905 par la grande firme d'architectes new-yorkais McKim, Mead & White. À cette époque, l'influence américaine en architecture sur l'architecture montréalaise devient de plus en plus prépondérante et on va voir qu'à cette occasion également, ça va produire une excellente architecture. Parmi les autres exemples d'édifices néoclassiques à Montréal, il faut signaler l'hôtel Rasco, rue Saint-Paul, qui présente la plus ancienne expression d'hôtel à Montréal, car l'hôtel Rasco a été construit en 1834. Remarquez cette façade très simple, même austère, et les murs latéraux coupe-feu qui rappellent les murs coupe-feu du régime français. Également, le premier bureau de poste à Montréal, situé au 218 de la rue Saint-Paul-Ouest, construit vers 1845 et attribué à William Faulkner, le
le même architecte que celui pour le marché Bon Secours, présentant ce bureau de poste, une colonnade dorique au rez-de-chaussée et des encadrements de fenêtres typiques de l'architecture égyptienne. En dehors du Vieux-Montréal, un exemple important de bâtiment néoclassique, le grand séminaire de la rue Sherbrooke, construit où se trouvait avant le fort des Messieurs, construit en 1854-57 par l'architecte John Hostel. Rappelez-vous, au cours de l'émission 4, on a parlé de l'agrandissement du vieux séminaire Saint-Sulpice de Vieux-Montréal, qui avait commencé à être agrandi en 1850-1852. Cet agrandissement est abandonné en fonction, justement, de ce grand séminaire. Ce grand séminaire est très sobre, très austère et perpétue la typologie des institutions classiques du régime français, reconnaissable par un plan en E. L'architecture néoclassique sera vigoureuse au Canada. On peut citer deux exemples. D'abord, l'hôtel de ville de Kingston, réalisé en 1843 par George Brown, qui était un architecte de Belfast, qui va venir pratiquer à Québec et ensuite à Montréal. Et un autre exemple d'architecture néoclassique, Osgood Hall à Toronto, réalisé en 1828, agrandi en 1844 par un architecte dont on ignore l'identité. Avec son marché Bon Secours et la Banque de Montréal, Montréal faisait bonne figure à l'époque parmi les villes canadiennes. La renaissance du style gothique connaîtra une fortune particulière au Canada. Ça sera la première expression nationale. Lorsqu'Ottawa devient capitale en 1859, son Parlement est inspiré par le New Palace of Westminster à Londres, construit en 1840-1852 et qui logera The House of Parliament. L'œuvre de Fuller et Stan, que vous voyez à l'écran, n'est pas le Parlement que nous connaissons aujourd'hui parce que ce Parlement-là a été incendié en 1916 et reconstruit par la suite. À Montréal, évidemment, l'église gothique par excellence, c'est l'église Notre-Dame, construite en 1824-1829, comme vous le savez, par l'architecte James O'Donnell. Elle sera suivie par l'église Saint-Patrick, construite en 1843-1847 et située à l'angle des rues La Gauchetière et Saint-Alexandre. L'église Saint-Patrick a été rendue nécessaire par l'accroissement de la population irlandaise. Ses architectes seront Pierre-Louis Morin et Félix Martin, jésuite. Et cette église présente un progrès dans la compréhension du gothique. Ce n'est plus une simple boîte classique anglaise, mais bien un intérieur d'église gothique. Elle est intéressante également à l'extérieur par son abside, qui est simple et bien adaptée au climat. Mais à Montréal, c'est l'église Christchurch, la deuxième cathédrale Christchurch, qui sera la plus fidèle au modèle de l'architecture gothique du Moyen Âge. Les architectes des églises Notre-Dame et Saint-Patrick n'ont pas cherché à reproduire d'une façon fidèle à Montréal des exemples d'églises gothiques de Grande-Bretagne. Ils ont plutôt tenté de recréer l'atmosphère propre aux églises du Moyen Âge. Ce sera tout le contraire pour l'église cathédrale Christchurch, qui est d'une fidélité presque archéologique à des modèles d'églises rurales en gothique orné du 14e siècle. Cela est dû à l'influence de la Camden Society. Qu'est-ce que c'était la Camden Society? C'était une association de personnes savantes qui avait popularisé le style édouardien comme étant un des seuls styles valables dans la construction d'églises anglicanes, et cela, quel que soit l'endroit dans l'Empire britannique. Cette église cathédrale Christchurch remplace la première église cathédrale Christchurch qui se trouvait, comme vous le savez, sur la rue Notre-Dame et qui brûla dans un incendie en 1856. Alors, ça veut dire qu'en 1859, la population anglophone de Montréal s'était déplacée suffisamment à l'ouest pour justifier la construction de cette église cathédrale. C'est l'architecte Frank Wills qui avait conçu précédemment la fameuse et très belle cathédrale de Fredericton au Nouveau-Brunswick, qui en fera les plans en 1856. Malheureusement, il mourut un an plus tard et en 1857, on le remplaça par un architecte montréalais, Thomas Seton Scott, qui compléta l'église en 1859. Alors, cette église Christchurch est une des seules églises montréalaises à avoir possédé une flèche en pierre. Mais comme vous pouvez toujours le voir, cette flèche en pierre était trop lourde pour la capacité des fondations et ont dû la démolir en 1927.
On a reconstruit en 1939-1940 une nouvelle flèche, mais qui est en plaque d'aluminium qui simule la pierre. Et c'est tellement bien fait qu'on a l'impression que c'est de la pierre naturelle. Enfin, cette église a malheureusement perdu beaucoup de sa prestance avec les années, surtout à cause de la construction en sa périphérie de gros bâtiments dont certains sont beaucoup trop gros pour le modeste volume de l'église, mais surtout certains sont d'une facture totalement grossière qui se marie très mal avec les merveilleux détails en pierre de cette cathédrale. Il existe de nombreux exemples intéressants d'églises néogothiques à Montréal. Prenons le cas de l'église Saint-Georges sur le square de Chester. Elle fut érigée en 1869-70 par l'architecte William Tutton Thomas. Sa tour fut construite un peu plus tard. Elle est intéressante parce qu'elle présente deux façades, une sur la rue de la Gauchetière et l'autre sur la rue Peel. Intéressante également à l'intérieur grâce à ses combles en charpente de bois apparente. Il y a le transept sud de l'église Saint-Jacques, sur la rue Sainte-Catherine, qui est intégré, comme vous le savez, à l'Université du Québec à Montréal et qui est érigé en 1889-1891 par l'architecte Joseph Venn. Il s'agit d'un néogothique plus surchargé que le néogothique qu'on retrouve dans les églises protestantes. Le style néogothique va dépasser le 19e siècle pour aller quand même assez loin dans le 20e siècle. Par exemple, l'église Saint-Alphonse-Diouville, sur le boulevard Crémazie, qui est construite en 1929-1931 par les architectes Louis-Napoléon Audette et Eugène Saint-Jean. Remarquez son clocher qui est énorme et qui fait toute la largeur de la façade. Il y a aussi l'église Saint-Andrew et Saint-Paul, à côté du musée des Beaux-Arts, érigée en 1932 suite à un concours qui est remporté par l'architecte Harold Lee Father-Stono. Elle présente, cette église, une grande simplicité à l'intérieur. Enfin, il y a peu d'églises néogothiques à Montréal il y a peu d'édifices néogothiques à Montréal autres que des églises. Prenons l'exemple du Montreal Diocesan Theological College au 3473 de la rue Université. C'est l'œuvre de Sir Andrew Taylor en 1895-96. Remarquez l'échelle miniature du bâtiment et un heureux mélange de pierre grise, de grès chamois et de briques rouges. On pourrait consacrer une émission entière aux édifices de l'architecte Victor Bourgeot. Victor Bourgeot est l'architecte le plus prolifique au 19e siècle avec John Hostel. C'est un architecte surtout d'institutions religieuses, d'églises et de rénovation de couvents et de chapelles. Il est formé comme sculpteur et va apprendre le métier d'architecte sur le tas. Ses œuvres présentent trois qualités: simplicité, solidité et économie, mais ils ne sont pas exempts d'esthétique très remarquable. Prenons deux exemples d'églises néogothiques. L'église Saint-Pierre-Apôtre, allant des boulevards René-Lévesque et de la rue de la Visitation, face à Radio-Canada. Cette église est érigée en 1851-53. Elle présente un grand élan du clocher et sa façade sur le boulevard René-Lévesque est très bien articulée. L'intérieur présente une échelle très dynamique et l'acoustique est parfaite. Autre exemple, on en a déjà parlé, l'église Saint-Joachim à Pointe-Claire, érigée en 1882-84 par Victor Bourgeot avec l'aide de l'architecte Lepron. Encore là, grande simplicité et grand élan de la façade et du clocher. Bourgeot est aussi bien connu pour ses grands couvents. Bon, le couvent des Sœurs Grises sur le boulevard René-Lévesque. Alors rappelez-vous que les Sœurs Grises ont commencé à travailler d'abord dans l'hôpital Charon, dans le Vieux-Montréal, sur la rue Normand. On en a parlé au cours de l'émission numéro 4 et par la suite sont montés vers le boulevard René-Lévesque. Ce couvent fut construit à plusieurs étapes à partir de 1869. La chapelle, qui se trouve à unifier tout le complexe, est construite en 1874-78 dans un style néo-roman qui présente beaucoup d'aplomb. Remarquez le traitement de la pierre à bossage qui est encadrée par la pierre lisse, ce qui fait une décoration, mais qui présente aussi la logique de la construction. Le cocher lui-même va être complété avec la flèche en 1890 par les architectes Maurice Perrault et Albert Ménard. Évidemment, lorsqu'on parle de Victor Bourgeot, il faut parler de l'Hôtel-Dieu qui est construite en 1859-1861. C'est l'Hôtel-Dieu de Jeanne-Mance qui se trouvait dans le Vieux-Montréal et qui monte vers l'avenue des Pins à cette époque-là. Aujourd'hui, l'Hôtel-Dieu de Jeanne-Mance a été remplacé par des cours Leroyer. La chapelle de cet Hôtel-Dieu, qui unifie elle-même ce complexe, est aussi remarquable. C'est un mélange de néoclassicisme et de néo-baroque. Remarquez la façade avec les ailerons et à l'intérieur qui est absolument splendide. Remarquez également le dôme.
Le style néogothique va faire l'objet de rivalités entre les catholiques et les protestants. Et avec le temps, les catholiques vont développer d'autres styles, surtout grâce au rôle joué par Monseigneur Bourgette. Monseigneur Bourgette, c'est le deuxième évêque de Montréal. C'est lui qui est responsable du démembrement de la paroisse unique de Montréal. Et la création de nouvelles paroisses va amener évidemment une prolifération de nouvelles églises. Et lui, par sa fonction, il va approuver les plans de toutes les églises. Et on va voir, en prenant l'exemple du Jésus, de l'influence qu'il va avoir. Monseigneur Bourgette fait venir les Jésuites en 1842, les Jésuites qui fondent ce fameux collège de Sainte-Marie, qui malheureusement a disparu depuis. Et lorsque les Jésuites veulent faire une église, Monseigneur Bourgette refuse un plan néo-gothique qui est présenté par les architectes Lamontagne et Perrault. Pour Monseigneur Bourgette, une église des Jésuites ne peut que s'inspirer du Jésus de Rome. Cette fameuse église construite par Vignola et Giacomo della Porta dans un style mélange Renaissance et baroque qui va devenir un modèle pendant 2 siècles pour toutes les églises jésuites du monde et beaucoup d'autres églises. À Montréal, c'est Patrick Kelly, qui est un architecte qui vient de Brooklyn et qui se vante de connaître le Jésus par cœur, qui réalise notre Jésus en 1864-1865. Remarquez que les clochers ne sont construits que jusqu'à la base. Pour l'ensemble, la façade présente très peu de ressemblance avec les Jésus de Rome. Ça rappelle davantage un petit palais de la Renaissance. Et la même chose à l'intérieur. D'ailleurs, il n'y a pas de dôme. Parmi les autres exemples d'architecture néoclassique avec mélange de baroque, il faut signaler l'église de Notre-Dame-de-Grâce, érigée en 1851-53, toujours par John Hostel. Uniquement la façade, en fait, est intéressante parce que l'intérieur a malheureusement été très mal rénové. Remarquez aussi le campanile qui est à côté de cette église, érigée en 1927-1928 par Omer Marchand. Nous reviendrons sur Omer Marchand un peu plus tard. Une église, parmi d'autres, présente des traits franchement néo-baroques. Il s'agit de l'église Saint-Henri, érigée en 1921-1923 par l'architecte Joseph Albert Karch. Remarquez ces traits baroques au niveau des 3 clochers, mais principalement au niveau du clocher central, avec ses colonnes en coin. Enfin, on peut dire que c'est la cathédrale Marie, Reine du Monde, qui est en bordure du square de Chester, appelé anciennement Dominion, qui reflète le mieux l'influence de Monseigneur Bourgette dans l'émergence des styles néo-renaissance, néoclassique et néo-baroque. Lorsque la cathédrale catholique de la rue Saint-Denis et le palais épiscopal furent rasés dans le grand incendie du 8 juillet 1852, Monseigneur Bourgette décida de les reconstruire en périphérie du grand cimetière catholique, qui allait devenir, comme nous le verrons, le square de Binion, là où je suis actuellement. Il semblerait que Monseigneur Bourgette, par ce geste, poursuivait l'objectif d'assurer une présence canadienne-française dans ce secteur anglophone de la ville, là où a été construite quelques années auparavant l'église Saint-Patrick et là où on s'apprêtait à construire la cathédrale Christchurch, la cathédrale anglicane. Cette décision souleva l'opposition farouche de l'élite canadienne-française qui restait très attachée au carrefour de la rue Saint-Denis comme lieu de présence des francophones. Monseigneur Bourgette dut attendre 20 ans avant de pouvoir réaliser son rêve et ce n'est qu'en 1870 que débuta la construction de la cathédrale pour se terminer plusieurs années après, à savoir en 1894. Très entiché de l'Église de Rome, Monseigneur Bourgette voulait que sa nouvelle cathédrale soit une réplique de la grande basilique Saint-Pierre de Rome. Il espérait aussi que cette réplique de style baroque se démarquerait du style néogothique de la cathédrale Christchurch et de l'église Saint-Patrick. Il confia alors à l'architecte montréalais Victor Bourgeot le soin d'aller étudier sur place en 1856 cette basilique et de voir comment elle pourrait être reproduite à Montréal. Victor Bourgeot, qui était un architecte sensé, s'est rendu compte qu'il était absurde de vouloir reproduire à Montréal la basilique de Saint-Pierre de Rome et encore plus absurde de la reproduire à 1/3 de l'échelle. Il tenta de dissuader Monseigneur Bourgette, mais en vain, et Monseigneur Bourgette nomma le père Michaud responsable de la réalisation de son rêve et Victor Bourgeot, malgré ses convictions, dut l'appuyer de ses compétences.
Avec le recul du temps, on peut observer que cette nouvelle cathédrale n'a jamais vraiment pris racine dans ce secteur du square Dominion. Et même aujourd'hui, la population catholique francophone considère l'église Notre-Dame du Vieux-Montréal comme étant la cathédrale, alors qu'on sait bien que ce n'est qu'une église paroissiale. De la même façon, on peut affirmer que Victor Bourgeot avait raison. D'un point de vue architectural, cette église est davantage une curiosité qu'une œuvre consistante. Le style Second Empire est associé au règne de Louis-Napoléon Bonaparte, connu sous le nom de Napoléon III, qui va restaurer l'empire de son oncle, l'empire du Grand Napoléon, à partir de 1852. C'est un style qui est très populaire à Paris à l'époque, et Paris de l'époque domine l'Europe, si ce n'est pas le monde. C'est un style qui est fort approprié par son opulence à la bourgeoisie qui est au pouvoir en France. C'est un style qui essaie de faire la synthèse entre la Renaissance et le classicisme français. Il va avoir une influence importante en Amérique et je n'ai qu'à vous présenter un seul exemple, l'édifice du département d'État de la guerre et de la marine à Washington, construit en 1871 par A.B. Mollett pour que vous compreniez l'importance que ce style va prendre aux États-Unis. À Montréal, il y a un bon exemple, il s'agit de l'Hôtel de Ville et qui présente les principales caractéristiques de ce style. On a vu tout à l'heure que Monseigneur Ignace Bourgette avait eu recours à la réplique de Saint-Pierre-de-Rome pour marquer l'attachement de l'Église de Montréal au Saint-Siège et pour imposer un symbole de l'Église catholique dans un secteur de la ville où résidaient les protestants. Alors, les francophones, dans la construction de l'Hôtel de Ville, vont avoir à peu près la même attitude, dans le sens qu'ils vont avoir recours à un style français pour montrer leur attachement à la France et pour indiquer leur présence dans une ville qui était quand même à l'époque très anglophone. Et quel style était le meilleur? Ce n'est le style Second Empire, qui est grandement à la mode, notamment aux États-Unis, mais qui reflète le symbole de Paris, Paris qui est reconnu par tous comme la capitale de l'Europe à l'époque. Alors, c'est M. Henri-Maurice Perrault, qui est le neveu, comme vous le savez, de John Hostel, qui est l'architecte, et il est reconnu, lui, M. Perrault, comme un des spécialistes de ce style Second Empire. Et il construit l'Hôtel de Ville de 1874 à 1878. Malheureusement, comme c'est arrivé très souvent à Montréal, un incendie détruit l'Hôtel de Ville le 3 mars 1922. Seuls les murs vont rester debout. Et deux architectes de la fonction publique montréalaise, le Parent et Lafrenière, refont l'Hôtel de Ville en conservant les murs, mais en rajoutant un étage. Alors, selon moi, cet hôtel de ville actuel est moins intéressant d'un point de vue architectural que le précédent, notamment parce qu'il a perdu, disons, ses toits d'origine. Mais ça ne nous empêche pas d'apprécier les principaux traits de cette architecture Second Empire, de ce style Second Empire, à savoir une symétrie d'ensemble, des proportions harmonieuses, les fameuses fausses mansardes, toute cette décoration dans la pierre, les colonnes encastrées et les arcs segmentaires qui entourent les fenêtres avec des cartouches décoratives. Parmi les autres exemples intéressants de style Second Empire à Montréal, il y avait l'Hôtel des Postes, construit en 1873 à l'angle nord-est des rues Saint-Jacques et Saint-François-Xavier. Donc, ça veut dire à l'emplacement de la première banque montréalaise, Banque de Montréal. C'est M. Henri-Maurice Perrault qui en est l'architecte, M. Perrault qui se considère comme un spécialiste de ce style. Remarquez cette composition architecturale qui est très homogène avec des toits mansards convexes. Son échelle est très imposante, sauf que malheureusement, cet hôtel sera démoli pour laisser la place au siège social de la Banque de Montréal, lequel siège social est toujours là, face à la place d'Armes. Un autre exemple de style Second Empire et qui sera malheureusement démoli, l'hôtel Windsor, érigé en 1878 et qui sera dans la métropole pendant un demi-siècle le palais des splendeurs victoriennes. Il sera démoli en 1959 suite à un incendie et aujourd'hui, c'est le gratte-ciel de la Banque impériale de commerce qui occupe son emplacement. Heureusement, il reste
son annexe de même style, donc style Second Empire, qui sera construite en 1906 par les architectes new-yorkais Hardenberg et Gilbert. Cette annexe sera recyclée, comme vous le savez, en 1985-1987 pour en faire une tour à bureau, un lieu de bureau prestigieux. D'une même échelle, mais beaucoup moins prestigieux comme bâtiment, il y avait le Mont-Saint-Louis, qui était une maison d'enseignement. Le Mont-Saint-Louis est toujours existant, sauf qu'il a été recyclé en logement en copropriété. Donc, il est construit en 1887 par l'architecte Jean-Zéphirin Rester. Il s'agit d'un bâtiment très sobre, mais qui présente les principales caractéristiques du style Second Empire. Ce sont les architectes Claude Gagnon et Guy Legault qui sont responsables de ce recyclage en logement en copropriété. Un exemple bien connu du style Second Empire, il s'agit de la banque Molson dans le Vieux-Montréal, située au 288 de la rue Saint-Jacques et qui a été conçue par l'architecte George Brown, dont on a déjà parlé. Et cette conception se fait en 1866. Marquez que cette banque présente une échelle domestique, mais elle est une très bonne expression du style Second Empire grâce surtout à ses détails. Et c'est peut-être le bâtiment qui reflète le mieux parmi d'autres cette richesse du style Second Empire. Un dernier exemple, le siège des commissaires du port au 357 de la rue de la Commune Ouest, érigé en 1875 par les architectes John William Hopkins et Alexander Hutchison. À l'époque, ce siège dominait complètement le port. Remarquez le pavillon central qui présente les principales caractéristiques de ce style. Le style ou la manière Beaux-Arts va être développé à l'École des Beaux-Arts de Paris à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, cette École des Beaux-Arts de Paris, c'est l'école d'architecture la plus prestigieuse au monde. Et elle va avoir une très grande influence, évidemment, en Europe, mais également en Amérique, tout simplement parce que faire un stage à l'École des Beaux-Arts de Paris sera le complément de formation obligé pour les riches étudiants américains. Le style des Beaux-Arts serait très prisé par la bourgeoisie anglophone, cette bourgeoisie qui était assez inculte parce qu'ils arrivaient à la fortune d'une façon assez récente et qui va être en quête de prestige. Et évidemment, le style Beaux-Arts va être prisé aussi par la bourgeoisie francophone de Montréal parce que c'était quand même la culture française. Le style réfère aux principes esthétiques qui ont été énoncés et perpétués à l'École des Beaux-Arts pendant plus de 2 siècles. Parmi ces principes, on disait que l'architecture devait s'inspirer des monuments du passé, surtout des monuments grecs et romains, mais en les améliorant grâce aux ressources techniques du présent. Le retour au style du passé n'était pas gratuit. Il fallait que ça soit symbolique, dans le sens qu'il fallait aller vers les styles qui étaient les plus aptes à traduire l'esprit de la fonction du bâtiment qu'on voulait construire. Prenons un exemple. Si on voulait construire une banque, il fallait référer au style romain. Pourquoi? Parce que le style romain était le symbole de la grandeur de l'Empire romain et de la stabilité de cet empire. Dans ce style Beaux-Arts ou sa manière Beaux-Arts, l'accent est mis sur la composition architecturale. On prend parti, ça veut dire qu'on fait des plans qui sont très clairs, très évidents, la symétrie s'impose, on va vers une richesse de détails qu'on reconnaît notamment par les colonnes jumelées et la présence de balustrades, notamment au niveau du toit. Il y a un bon exemple de cette manière ou de ce style Beaux-Arts à Montréal. Il s'agit de la bibliothèque municipale sur la rue Sherbrooke. Montréal possède plusieurs bons exemples d'édifices publics de style Beaux-Arts. Parmi ceux-ci, il faut retenir la bibliothèque municipale qu'on a trop l'habitude d'ignorer. Possiblement parce qu'elle est située dans le secteur est de la rue Sherbrooke, face au parc La Fontaine. Alors que la concentration d'édifices d'intérêt architectural sur la rue Sherbrooke sont avant tout situés, comme nous le verrons, du côté ouest de la ville. Cette bibliothèque municipale fut érigée en 1914-1917 par l'architecte Eugène Payette. Le même qui va réaliser quelques années auparavant sous la rue Saint-Denis la bibliothèque Saint-Sulpice, connue maintenant comme la Bibliothèque nationale.
Alors, cette bibliothèque de la rue Sherbrooke, comme vous pouvez le voir, présente une monumentale façade romaine qui s'adresse avant tout au parc qui se trouve en face. Cette façade est caractérisée par 10 colonnes corinthiennes au fût de granit monolithique, ce qui est particulièrement rare à Montréal. Parmi, effectivement, les traits de ce style des Beaux-Arts, outre cette façade grandiose, outre le recours à un style historique qui évoque la Rome antique, il y a cette balustrade au niveau du toit qui termine très bien l'édifice, mais surtout la symétrie de cette façade, symétrie parfaite qui, dans ce cas, se perpétue à l'intérieur du bâtiment dans un plan central très clair avec un grand hall. Parmi les autres exemples intéressants de style Beaux-Arts à Montréal, il y a évidemment cette Bibliothèque nationale du Québec sur la rue Saint-Denis que son architecte Eugène Payette réalise en 1912-1915. Remarquez en façade ces fenêtres qui sont encadrées par des colonnes doriques, lesquelles sont jumelées à des pilastres. Voici un des traits caractéristiques du style Beaux-Arts. Pour le reste, la bibliothèque présente à peu près les mêmes qualités que la bibliothèque municipale, une symétrie d'ensemble, une façade très claire et un plan aussi clair. L'église Sainte-Cunégonde, rue Saint-Jacques, dans la Petite Bourgogne, va être réalisée par l'architecte Joseph-Omer Marchand en 1905-1906. M. Marchand est un architecte fort important. D'abord, il est le premier Québécois ou Canadien-français à être diplômé à l'École des Beaux-Arts de Paris. Il va d'ailleurs y passer 10 années de sa vie. Et lorsqu'il va revenir à Montréal, ça va être pour exprimer le style Beaux-Arts. Sa façade de l'église Sainte-Cunégonde est très typique de la manière Beaux-Arts, avec ses colonnes et ses pilastres jumelés et remarqués au niveau du clocher. Il y a des balustrades. À l'intérieur, la grande nef est totalement sans colonnes. C'est un plan très, très clair parce que la toiture repose sur une charpente d'acier. Et voici un autre trait du style des Beaux-Arts, de profiter de l'évolution technique pour mettre en valeur les valeurs esthétiques. Alors, dans ce cas ici, M. Marchand installe une toiture d'acier pour dégager complètement le plan de la nef. Il va faire une autre œuvre remarquable à Montréal, la maison mère des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, connue aujourd'hui comme le cégep Dawson, sur la rue Sherbrooke, à l'angle de l'avenue Atwater. Alors, Marchand la réalise en 1905-1908. Comme toutes ces institutions, c'est un ensemble symétrique, mais qui est mis en valeur grâce à une magnifique chapelle qui présente un style Beaux-Arts qui mélange les styles romans et byzantins. Il s'agit d'un des plus anciens édifices en béton armé au Canada. Donc, on voit qu'on introduit toute cette évolution technologique pour mettre en valeur le style. Remarquez l'utilisation de la pierre et de la brique chamois. Alors, les bonnes religieuses ne pouvaient plus se payer des bâtiments aussi vastes en pierre et M. Marchand va combiner d'une façon très heureuse des matériaux nouveaux tels que la brique chamois. Autre exemple intéressant, l'ancienne école des hautes études commerciales sur la rue Vigée, qui est conçue en 1908 par les architectes Gauthier et Daou. Sa façade sur la rue Vigée est typique du style Beaux-Arts, notamment par la richesse du détail. L'hôtel Ritz-Carlton sur la rue Sherbrooke est un exemple aussi de style Beaux-Arts. Elle est construite en 1911 par les architectes de New York, Warren et Watmore. Et ces architectes, on va les chercher parce qu'on considère qu'ils sont des spécialistes du style Beaux-Arts aux États-Unis. Et ils vont être d'ailleurs les architectes du Grand Central Terminal à New York, qui sera un bâtiment absolument remarquable. Alors, cet édifice présente une très grande élégance et va contribuer à l'élégance de la rue Sherbrooke de l'époque. Dans l'est de Montréal, il faut signaler absolument le marché Maisonneuve, réalisé en 1912-1914 par Marius Dufresne. La ville de Maisonneuve, à l'époque, connaît un important développement et on s'efforce de lui donner beaucoup de caractère en s'inspirant du mouvement Cité Beautiful, qu'on pourrait traduire en français le mouvement d'embellissement civique. Nous allons revenir au cours de la 11e émission sur le mouvement d'embellissement civique, mais retenons pour le moment que le marché termine l'axe ou la perspective du boulevard Morgan et comme tout édifice ayant un tel emplacement, il est totalement symétrique avec un portique central dominé par un dôme et la symétrie est accentuée par 4
pavillon d'angle. Sur le même boulevard Morgan, il y a les bains publics de Maisonneuve, toujours réalisés par Marius Dufresne en 1914-1916. Évidemment, ces bains réfèrent aux termes romains. Remarquez l'escalier monumental, les colonnes jumelées, les fenêtres romaines, acquasion là, en fer, et sur le toit, des sculptures du français Maurice Dubert qui reflètent l'utilisation des bains, autre caractéristique du style des Beaux-Arts. En terminant, bien, il y a l'édifice Sun Life, situé sur le square Dorchester, construit en plusieurs étapes entre 1913 et 1933 par deux architectes très connus à Toronto, Darling et Pearson. À l'époque, c'était le plus vaste immeuble de l'Empire britannique. Remarquez encore la symétrie d'ensemble, les volumes bien agencés, les balustrades qui terminent ces volumes au toit et vers le sommet de l'édifice, une magnifique colonnade présentant des colonnes jumelées. Il va exister une version antiquisante du style Beaux-Arts, qu'on va appeler le style renouveau classique. Il s'agit d'une architecture qui va s'inspirer uniquement de l'architecture grecque et romaine antique et qui va chercher la sobriété, l'austérité et le dépouillement de façon à mettre davantage en valeur la grandeur de cette architecture. Heureusement, il existe de bons exemples à Montréal, notamment l'ancienne bourse située rue Saint-François-Xavier dans le Vieux-Montréal, construite en 1903 par George B. Post de New York. Le même monsieur Post va faire la bourse de New York. Aujourd'hui, l'ancienne bourse est devenue le théâtre Centaure. Remarquez cette façade romaine aux colonnes corinthiennes et qui présente un grand dépouillement. Le musée des Beaux-Arts, construit en 1912 par les frères Maxwell, Édouard et William, suite à un concours, est aussi un exemple intéressant de style Beaux-Arts. Il présente une grande noblesse marquée par son escalier monumental et un portique aux colonnes ioniques. Le temple maçonnique, qui est quand même très près du musée des Beaux-Arts, construit en 1928-29 par l'architecte John S. Archibald, présente une certaine ressemblance avec le musée des Beaux-Arts, notamment par sa colonnade ionique. Lui aussi, beaucoup de simplicité, beaucoup d'austérité, d'autant plus que ses façades sont complètement aveugles sur la rue. L'ancien palais de justice dans le Vieux-Montréal, sous la rue Notre-Dame, qui va être construit en 1922-1925 par Amos Sachs et Ernest Cormier, est possiblement un des bâtiments qui reflète le mieux cette version antiquisante là, du style Beaux-Arts. Remarquez cette majestueuse colonnade dorique qui présente une échelle totalement monumentale. L'entrée est centrale dans une espèce de volume en demi-lune et si vous avez le temps, il faut aller admirer les portes de bronze qui ont été réalisées par M. Cormier. Enfin, un dernier exemple de style renouveau classique et parmi les plus importants à Montréal, il s'agit de l'agrandissement de la Banque de Montréal en 1904-1905 par la firme McKim, Mead & White de New York. Cette firme était la firme la plus prestigieuse à l'époque aux États-Unis. L'agrandissement de la banque a complété cette banque de John Wells dont nous avons parlé au début de l'émission. Il s'agit de l'intérieur possiblement le plus intéressant de Montréal qui présente l'aspect d'une basilique romaine. Stanford White dira d'ailleurs, avec la modestie qu'il caractérisait, qu'il avait créé à Montréal la plus vaste et la plus belle salle bancaire du monde. Remarquez ces colonnes de syénite verte terminées par des chapiteaux corinthiens plaqués or. La façade du côté de la rue Saint-Antoine est sobre et très monumentale et peut être considérée comme une des mieux réussies à Montréal. Comme on a pu s'en rendre compte, la construction de l'annexe de l'hôtel Windsor, la construction de l'hôtel Ritz-Carlton, de l'ancienne bourse, l'agrandissement de la Banque de Montréal, tout ça montre que les architectes américains sont fort actifs à Montréal au début du 20e siècle. Mais ce n'est pas uniquement les Américains, les architectes américains qui sont actifs, c'est toute l'influence américaine qui est de plus en plus présente depuis la fin du 19e siècle. Et une des principales influences est celle de l'architecte Henry Hobson Richardson.
Henry Hobson Richardson fut le premier grand architecte américain. Il a étudié à Harvard et a complété sa formation par 3 ans à l'École des beaux-arts de Paris. Il a développé un style très personnel, inspiré par l'architecture romane. Mais il ne s'agit pas d'une simple architecture néo-romane. Au contraire, il y a dans ses expressions formelles la logique fonctionnelle des édifices et il va avoir beaucoup de succès dans la mise en valeur de la nature et des caractéristiques des matériaux. Son expression va être à la mode parce qu'elle va refléter la force juvénile de l'Amérique. Et un bon exemple de sa manière est Trinity Church à Boston qu'il réalise en 1873-78. À Montréal, il y a un édifice qui reflète cette manière de M. Richardson, et c'est l'édifice qui le reflète le mieux, c'est la gare Windsor, inspirée par the Allegheny County Courthouse de Pittsburgh, que Richardson conçoit en 1884-1888. Et sa gare Windsor va être réalisée par un disciple de Richardson, l'architecte Bruce Price, qui va se former dans le bureau même de Richardson. La gare Windsor n'est pas une gare comme les autres à Montréal, ni même au Canada. Elle est construite en 1887-1888 pour loger d'abord le siège social de la Compagnie Canadien-Pacifique et pour servir de terminus au premier chemin de fer transcontinental que la Compagnie Canadien-Pacifique vient de terminer. Ça veut dire au premier chemin de fer qui relie Montréal à Vancouver. Donc, grâce à la gare Windsor, Montréal devient à cette époque la plaque tournante de tout le réseau ferroviaire majeur du Canada. Mais son importance ne se limite pas à cela. Étant placée sur le square Dominion, elle contribue à déplacer les activités commerciales et financières qui avant étaient confinées dans le territoire de la vieille cité, ça veut dire ce qui correspond au vieux Montréal actuel. Elle contribue à déplacer ces activités vers le square Dominion même, grâce à des équipements comme la Sonneuve, et vers la rue Sainte-Catherine. Sur le plan architectural, la gare Windsor est une œuvre majeure. D'abord en elle-même, en étant la première construction importante à refléter l'influence du grand architecte américain Henry Hobson Richardson, mais aussi comme repère dans l'histoire architecturale montréalaise. En effet, c'est à partir de sa construction que l'on peut affirmer que l'influence américaine sur l'architecture de Montréal devient vraiment prépondérante. Son architecte, le New-Yorkais Bruce Price, va jouer lui-même un rôle important dans l'histoire de l'architecture au Canada, notamment en développant ce fameux style des châteaux pour les hôtels que le Canadien Pacifique va faire construire dans plusieurs provinces du pays, notamment le château Frontenac et l'œuvre de Bruce Price. Nous allons revenir dans une période postérieure du cours sur ce style des châteaux. Maintenant, cette gare que fait construire M. Bruce Price n'a pas du tout les dimensions de celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle va être agrandie à plusieurs reprises, notamment par l'addition d'une très grosse tour, très médiévale d'aspect, de 15 étages en 1910-1912. Et une année plus tard, en 1913, on aménage de nouvelles voies ferroviaires et on aménage cette magnifique salle des Portes perdues dans laquelle je suis actuellement. Ce qui fait le caractère et la qualité architecturale de la gare, c'est que ce style très personnel de l'Américain Henry Hobson Richardson va se perpétuer dans toutes les parties, dans tous les agrandissements de la gare. Alors, ce style qui est caractérisé par ses allures de forteresse est caractérisé par sa répétition des vastes, énormes arcs plein cintre, ce qui donne à l'ensemble du complexe une unité monumentale. La nouvelle gare et les bureaux du Canadien Pacifique forment sous plusieurs aspects un des édifices les plus intéressants de la ville. On y retrouve la pierre calcaire grise, commune à Montréal, qu'on a utilisée avec un sens plus aigu de son caractère comme matériau de construction et avec un résultat meilleur que jamais auparavant. On lui a donné une texture qui non seulement l'empêche d'être d'une froideur désagréable, mais qui est admirablement bien en accord avec la grandeur et la puissance de l'édifice qu'elle compose. Parmi les autres exemples significatifs de l'influence de Henry Hobson Richardson à Montréal, il y a l'église Erskine and American United Church sur la rue Sherbrooke. Cette église qui donne dans l'axe de la rue Grayson et qui est d'ailleurs une des seules églises à Montréal à faire l'objet d'une telle perspective. L'église est réalisée en 1891-94 par l'architecte Alexander Hutchison. Elle est typique de la manière de Richardson grâce à ses grands arcs
cintré, et à sa pierre qui est utilisée en bossage, ce qui donne une impression de forteresse du Moyen Âge. L'intérieur est aussi intéressant, mais surtout grâce à ces vitraux qui sont dus à l'atelier de Tiffany. Un autre exemple, la bibliothèque Redpath de l'Université McGill, réalisée en 1890-91 par les architectes Taylor et Gordon. Encore là, remarquez les ouvertures cintrées, romanes, le caractère médiéval de l'ensemble, et l'intérieur est intéressant pour ses plafonds où il y a une charpente de bois apparente. Parmi les influences qui vont marquer l'architecture publique à la fin du siècle à Montréal, il y a celle de Richard Norman Shaw. Monsieur Shaw est un architecte qui a beaucoup de succès au tournant du siècle en Angleterre parce qu'il mélange avec brio des styles différents, notamment les styles hollandais du 17e siècle, les styles anglais, William and Mary et Queen Anne. Un exemple de sa manière, il s'agit du McDonald Engineering Building, reconstruit en 1908-1909 par l'architecte Percy Nobbs. Remarquez ses pignons proéminents, inspirés par l'architecture hollandaise, et son entrée, ce portail baroque, là, et qui fait que l'ensemble est caractéristique de la manière de M. Shaw. Un autre exemple, toujours sur le campus de l'Université McGill, le Royal Victoria College, là, qui donne lui aussi dans l'axe d'une rue. Il s'agit de la rue Union. Cet édifice est construit en 1895-99 par Bruce Price, le même architecte qui a fait la gare Windsor. Là encore, des pignons proéminents hollandais, les fenêtres en faible baie. Ça rappelle beaucoup des bâtiments construits à l'époque à Londres. Un autre exemple, qui est un exemple très bien fait, le Student Union Hall, qui est intégré aujourd'hui au musée McCord. Encore là, c'est Percy Nobbs qui le réalise avec Hutchison et Wood en 1904-1905. Remarquez l'entrée, ce portail baroque et ses fenêtres en faible baie, caractéristiques toujours de cette manière de Shaw. Appréciez surtout la simplicité et la sûreté des proportions de ce bâtiment. Et enfin, un édifice fait par des francophones. Il s'agit du quartier général du service de l'incendie, place Douville, à l'endroit où coulait avant la rivière Saint-Pierre, où avait été construit le Parlement et le marché Sainte-Anne. Maintenant, c'est le centre d'interprétation d'histoire, de l'histoire de Montréal. L'édifice est construit par Joseph Perrault et Simon Lesage en 1903. Il présente les principales caractéristiques de cette manière de M. Shaw, notamment les pignons hollandais avec d'autres détails pittoresques. Dans l'ensemble, c'est un immeuble qui meuble bien la place Diouville.